Bienvenue dans votre numéro Entretien, chers téléspectateurs. Nous sommes ici à l'EFAR Télévision juste pour travailler à votre faveur. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler dans cette émission, nous allons parler de la situation de l'Est de la République. Je pense que ce n'est pas une information comme telle, mais sinon, au travers, avec notre invité sur ce plateau, nous allons décortiquer tout ce qui se passe là-bas. Dans notre deuxième partie, nous allons encore parler concernant la proposition de loi Tchani qui a été endossée par Honorable Tingi Pouloulou. C'est pourquoi sur le plateau, j'ai invité pour vous professeur Noël Tchani, Mwadian Vita. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup de me recevoir ici. Voilà. Professeur, nous avons suivi tous ensemble tout ce qui s'est passé à l'Est de la République. Ce n'est pas aujourd'hui que les massacres, l'agression, en tout cas, on en a marre ici en République démocratique du Congo. Quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est que la souveraineté de la RDC a été violée. Nous sommes agressés par un pays voisin, un ou deux pays voisins, mais pour le moment, donc, on connaît très bien que ce sont les Rwandais qui ont agressé la RDC et qui, depuis très longtemps, se livrent à ce genre d'activités pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Ils se sont donnés comme modus vivendi de faire en sorte que les pouvoirs à Kinshasa soient influencés par des Tutsis rwandais qu'ils ont essayé d'infiltrer dans toutes les institutions de la République, dans l'armée congolaise, dans la police congolaise, les services de sécurité, dans toutes les institutions de la République. Alors, aujourd'hui, le masque est tombé parce que au début, ils fabriquaient des rébellions en présentant ces soi-disant rebelles comme étant des Congolais. Mais aujourd'hui, le masque est tombé parce que on a attrapé certains de ces rebelles. On a trouvé que ce sont des militaires de l'armée patriotique rwandaise. Depuis très longtemps, tout le monde le savait, mais personne n'osait le dire. Donc, les soi-disant rebelles sont des Rwandais que Kagame envoie sur le sol congolais pour déstabiliser la RDC afin de créer ce climat d'insécurité qui lui permet de piller les ressources naturelles de la RDC. Mais le M23 ne dit pas clairement qu'il est soutenu par le Rwanda. Également, le Rwanda aussi, il dit qu'il est innocent, il n'est pas derrière ce mouvement de rébellion. Quand vous attrapez un voleur, est-ce que vous avez besoin qu'il vous dise qu'il est voleur? Donc, on connaît exactement qui ils sont. On les a attrapés. Ce sont des militaires de l'armée patriotique rwandaise. Kagame a toujours joué ce jeu de mensonges-là. Vous vous rappelez que ce monsieur-là est au pouvoir depuis deux décennies littéralement. Il est arrivé au pouvoir comment? En tirant sur l'avion qui transportait le président Habyarimana. Et c'est à partir de là qu'il a créé ce climat d'insécurité au Rwanda où les Tutsis et les Hutus se sont affrontés et il en a profité pour devenir président de la République. Il n'a jamais admis cela. Depuis 1996, il a soutenu le président Laurent Désiré Kabila, qui l'a accompagné jusqu'à Kinshasa. Et au passage, on a fait combien de morts? 10 millions de morts. Donc Kagame est habitué à ce jeu de mensonges-là, où on tue sous son leadership et il n'admet jamais, et on ne va pas s'attendre à ce qu'il puisse accepter aujourd'hui qu'il a commis tous ces crimes-là. Moi, je pense que nous sommes arrivés donc au point où il faut que le Congo en tant que pays ait comme vision de pouvoir rétablir de l'ordre sur notre territoire national. Pour rétablir de l'ordre, nous devons nous assurer qu'au Rwanda, il y a un régime qui est un régime amical, pas un régime ennemi comme celui de Paul Kagame. Et pour le faire, nous devons considérer d'aller au-delà simplement de défendre notre territoire en combattant les rebelles. Et quand ils fuient, ils vont au Rwanda, nous on s'arrête aux frontières. Nous devons avoir pour mission aujourd'hui, ou ambition, de poursuivre ces rebelles, les chasser de notre territoire, et quand ils vont au Rwanda, nous entrons sur le sol rwandais pour pouvoir les attraper, et attraper même Kagame, le ramener ici, le juger, le condamner. Et à ce moment-là, je pense que le Congo pourra avoir donc la paix. Comment vous pesez Kagame en termes politiques sur le plan africain? Je crois que c'est un monsieur, on a bâti autour de lui un mythe, mais en réalité, il ne représente pas grand-chose. Je vais vous dire quoi, il dirige un petit pays. Le Rwanda fait 26 000 km². C'est comme la commune de Bandalungwa.
le Rwanda a une population de 12 millions d'habitants. Kinshasa a plus de 15 millions d'habitants. Nous sommes plus grands que le Rwanda. Alors, 26 000 km², ça entre dans combien la RDC? Combien de fois? Nous sommes 2 342 000 km² de terre. Alors, par conséquent, le Rwanda, c'est un petit pays. C'est comme un quartier donc du Congo. Mais ils ont bénéficié du fait que pendant longtemps, il n'y avait pas un leadership acceptable en République démocratique du Congo. Et la communauté internationale a été complaisante en les laissant faire, en utilisant donc le passage par le Rwanda pour exploiter les ressources naturelles de la RDC. Aujourd'hui, ce masque-là est tombé. Toute la communauté internationale se trouve devant une réalité. La réalité, c'est laquelle? Le régime de Kagame, c'est un régime terroriste. Ce qu'il mène sur le territoire congolais sont des activités terroristes. Et la communauté internationale qui combat le terrorisme, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, le Canada, l'Angleterre et consorts, ils sont mis devant leurs responsabilités. Vont-ils continuer à soutenir un régime terroriste qui est connu comme tel, qui soutient le M23 pour déstabiliser un État indépendant qui est la République démocratique du Congo, ou bien ils vont réaliser la réalité aujourd'hui. Et la réalité, c'est de se mettre du côté de la vérité. La vérité, c'est que c'est la RDC qui est agressée. Nous ne sommes pas le pays agresseur. Nous sommes agressés. Nous nous défendons contre un régime terroriste, celui de Paul Kagame, et nous demandons que la communauté internationale se mette de notre côté pour en finir avec ces terroristes. Ça fait plusieurs années. Félix Tshisekedi, depuis son accession au pouvoir, il a effectué plusieurs voyages. Aujourd'hui, c'est quoi les retombées de la diplomatie agissante? Bon, ça, il faut poser la question au président de la République et à son équipe. C'est à eux de justifier donc ce qu'ils ont ramené dans ces voyages-là. Mais je constate ont été appréciés par plusieurs politiques. Non, moi je ne veux pas faire l'évaluation de ces voyages-là pour dire qu'il a ramené ça ou qu'il n'a pas ramené ça. C'est à lui et son équipe. Je ne fais pas partie de son équipe. C'est à lui et de son équipe de pouvoir justifier cela au peuple congolais. Mais tout ce que je constate, c'est que quand on a beaucoup voyagé dans beaucoup de pays, on doit s'être créé des amis. Et il y a certains amis parmi les pays qui se disent des amis, des partenaires stratégiques. C'est quand on est en difficulté comme aujourd'hui, que le pays est menacé, attaqué par un pays agresseur, qu'on peut voir qui est réellement donc notre ami. Je demande au président de la République d'appeler tous ces gens qu'il a visités pendant les voyages et on va voir quel est ce pays-là qui va se mettre à aider le Congo, non pas simplement financièrement, mais aussi militairement, pour que nous puissions venir à bout de ces rebelles qui ont envahi la République démocratique du Congo. Donc la diplomatie n'a pas payé? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'il faut lui poser la question, lui et ses équipes. Il faut que ses équipes justifient ce qu'ils ont récolté pendant les voyages qu'ils ont effectués à travers le monde. Pourquoi? Parce que si on a des amis et que ces amis ne peuvent pas venir donc en aide, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on les appelle véritablement des amis. Il y a même, j'ai entendu le mot partenaire stratégique. Il y a certains grands pays qu'on appelle partenaires stratégiques de la République démocratique du Congo. Je voudrais comprendre le contenu de ce partenariat stratégique. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que si ce sont des partenaires stratégiques, la stratégie de la RDC aujourd'hui doit être de rétablir la paix et la sécurité. Donc, il faut que ces partenaires stratégiques viennent au secours de la RDC pour nous aider à venir à bout de ces rebelles. J'ai vu par exemple la Belgique, le roi des Belges est venu ici. Il était ici, ouais. Il a dit que la Belgique était prête à pouvoir aider le Congo sur le plan sécuritaire. Je voudrais qu'on soit plus clair. Voilà. Cette aide-là veut dire quoi? Est-ce que moi, j'attendrai les choses suivantes. Un, des contributions financières, parce que le roi des Belges a reconnu qu'il y a eu beaucoup d'abus de la Belgique vis-à-vis de la RDC pendant la période de la colonisation ou avant cela. Normalement, il fallait passer par la réparation. Il faut qu'on arrive à réparer ce mal-là. Le regret ne doit pas être simplement donc de dire « Oh non, je suis désolé, donc j'ai fait mal, donc pardonnez-moi ». On n'est pas dans l'église catholique ici. Donc, il faut maintenant que les regrets soient accompagnés de réparations et qu'on mette en place des commissions pour évaluer les dégâts qui ont été commis et à notre population, mais aussi à l'économie congolaise et qui est paiement de ces amendes-là, de ces réparations-là. Ça, c'est la première portion, par exemple, de ce que j'appellerais donc l'aide de la Belgique à la RDC. Mais deuxième portion, ça doit être une assistance militaire. Assistance militaire en termes de formation, par exemple, de nos officiers supérieurs de l'armée, de la police. La Belgique est bien
qualifiés pour nous donner ce genre d'assistance militaire-là. Mais au-delà de cela, ça peut être aussi une assistance militaire en termes d'équipement. La Belgique a des moyens pour donner à la RDC des avions de guerre, des bateaux de guerre, des chars de combat, des munitions, des armes, tout ce qui est équipement. Je pense que ça peut faire partie donc de cette assistance militaire-là. Donc, bref, je pense qu'il est temps aujourd'hui que non seulement au niveau de la Belgique, mais au niveau d'autres partenaires stratégiques, j'ai entendu ce mot-là utilisé pour qualifier les États-Unis, par exemple. Ah ouais. Qu'est-ce que les États-Unis nous amènent comme assistance pendant une période comme celle-ci pour permettre à la RDC de s'équiper et d'être à mesure donc de combattre les rebelles. Donc, les États-Unis avaient envoyé quelques experts, je pense il y a 2 ou 3 mois. Ils étaient venus, ils ont étudié la situation et puis ils sont rentrés. Je pense que peut-être ils peuvent nous faire une surprise. bon, je ne veux pas entrer dans la spéculation. Je demande des choses concrètes. Il faut qu'on sache exactement, quand on dit que les États-Unis sont un partenaire stratégique de la RDC, qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que le partenaire stratégique est supposé nous apporter? Donc, il faudrait que les autorités politiques qui sont en contact avec ces soi-disant partenaires stratégiques disent au peuple congolais exactement ce qu'ils ont demandé, ce qu'ils ont obtenu, et c'est que nous sommes en droit d'espérer recevoir pour que notre armée, notre police soient bien équipés afin de faire donc correctement leur travail, de non seulement maintenir la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national, mais également de défendre l'intégrité territoriale vis-à-vis ces agresseurs-là qui viennent donc des pays voisins. Et j'ai parlé donc du Rwanda et éventuellement de l'Ouganda. Mais aujourd'hui, les organisations régionales, comment vous trouvez comme Union africaine et d'autres organisations, est-ce que vous sentez vraiment une implication dans cette agression? Je déplore la mollesse, si je peux dire, de l'Union africaine. C'est une organisation de 55 pays membres, mais en réalité qui n'a aucun moyen de pouvoir dissuader un membre. Un petit pays comme le Rwanda ne peut pas faire face à 54 pays sur le plan africain. Si on avait des moyens, on devrait dire au Rwanda, taisez-vous. Je me serais attendu que, aussitôt que ce problème a commencé, M. Moussa Faki Mahamat, qui est quel est son titre au niveau de l'Union africaine, je me serais attendu qu'il prenne son avion, son bateau de pèlerin, qu'il aille à Rwanda et qu'il dise à Kagame, retirez vos troupes immédiatement. Si vous ne retirez pas, les troupes de l'Union africaine vont intervenir pour vous dissuader, pour vous convaincre, vous contraindre donc à le faire. Je ne sens pas ça, mais je vois des communiqués qu'ils font sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que l'Union africaine est trop mou, n'a aucune crédibilité, n'a pas de puissance pour pouvoir contraindre un petit État comme le Rwanda qui se méconduit dans la communauté donc des nations. Maintenant, au-delà de cela, il y a d'autres organisations régionales. Nous sommes membres de ce que j'appelle la SADC, le Southern African Development Community, SADC, qui regroupe les États à partir donc de la RDC jusqu'en Afrique du Sud. Et cette communauté nous a aidés dans le passé. Parce que quand il y avait les mêmes Rwandais là qui avaient attaqué donc la RDC il y a plusieurs années, pendant le régime de Mzee Laurent Désiré Kabila, la SADC avait envoyé des troupes qui venaient de l'Angola, d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, et les résultats ont été probants. Je souhaiterais aujourd'hui qu'on puisse réactiver cette relation avec la SADC pour les mobiliser afin de venir au secours de la RDC. Mais il y a une troisième organisation, East African Development Community, qui regroupe les pays d'Afrique de l'Est. Et nous venons de devenir membres de cette organisation. Moi, je ne suis pas certain qu'on ait bien réfléchi avant d'adhérer à cette histoire-là. Pourquoi? Parce que on adhère à une organisation qui comprend des États qui sont nos ennemis et qui nous ont, depuis très longtemps, cherché à nous envahir, le Rwanda et l'Ouganda. Je pense qu'on a juste ouvert la boîte de Pandore, les portes ouvertes pour leur permettre d'entrer donc en RDC. Je crois que c'était une erreur stratégique. Et je demande aujourd'hui, si je me suis trompé, je demande aujourd'hui que les États membres de East African Development Community, la Tanzanie, le Kenya et tous les autres, je demande aujourd'hui qu'ils puissent publiquement condamner le Rwanda et qu'ils puissent publiquement engager des troupes au sol pour contraindre le Rwanda à quitter le sol de la République démocratique du Congo. Sinon, ça ne vaut pas la peine qu'on continue à faire partie donc d'une organisation hypocrite qui nous apporte pas grand-chose, mais bien au contraire qui constitue simplement un couloir
pour ces agresseurs-là de venir entrer, de justifier leur présence légalement sur le sol congolais. Le Tundula a échangé, il a parlé avec l'ambassade de la Russie pour demander... De quelle ambassade? De la Russie? La Russie. Pour demander le soutien. Mais c'est une très bonne chose. Moi, je pense qu'à ce stade ici, nos amis sont ceux qui vont venir au secours du peuple congolais et de la défense de notre souveraineté, de l'intégrité territoriale. Je souhaiterais que M. Lutundula, ou le ministre, le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, qu'il puisse élargir le rayon de couverture des pays qu'il contacte. Qu'il contacte la Russie, qu'il contacte la Chine, qu'il contacte le Japon, qu'il contacte d'autres pays membres de l'Union européenne qui peuvent être disposés à nous aider. Mais il n'y a pas longtemps que la RDC a condamné la Russie par rapport à ce qui se passe avec l'Ukraine. Mais aujourd'hui, nous... Bon, c'est une façon très maligne pour la Russie de pouvoir ramener... Vous pensez que la Russie va réagir favorablement? Moi, je pense que Vladimir Poutine n'est pas naïf. S'il sait que la RDC c'est un pays important en Afrique, que la RDC ait condamné l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie ou pas, aujourd'hui, si Vladimir Poutine voudrait attirer la RDC sous son giron pour être ami avec nous, je pense que c'est en des périodes comme ça que la Russie devait montrer son assistance, donner son assistance à l'égard de la RDC. Et ça va peut-être nous faire réfléchir deux fois en ce qui concerne avec qui nous devons faire affaire. Parce qu'il y a des amis, encore une fois de plus, on les appelle des partenaires stratégiques, mais qui nous chantent ce mot de partenariat stratégique verbalement. Mais à la fin de la journée, ils ne nous donnent rien et nous gagnons rien de ce partenariat stratégique. Il n'y a que eux qui tirent tout des relations avec la RDC. Donc nous devons nous réveiller. Et s'il y a des Vladimir Poutine aujourd'hui qui voudraient s'ouvrir à nous, autant le faire, autant aussi élargir cette relation avec d'autres pays, la Chine, le Japon, et ainsi de suite. Voilà, aujourd'hui, nous parlons que de Kagame. Kagame a fait ceci, Kagame a fait cela. Est-ce que vous observez aussi une faiblesse en termes de l'organisation, d'abord interne dans notre pays? Est-ce qu'il y a une faiblesse? En temps de guerre, des gens comme nous, on devrait s'abstenir de relever les faiblesses de la RDC. Ça sont des problèmes internes, ce ne sont pas des problèmes que nous devons exposer sur les plateaux de télévision. S'il y a des faiblesses, on doit les résorber à l'interne. Nous devons en parler quand même pour nous trouver une devons solution. en parler, mais il y a des choses qu'on ne discute pas à la télévision. Quand vous êtes en temps de guerre, tout le monde doit se mettre dans les rangs, tout le monde doit soutenir les FARDC. C'est notre armée nationale et nous devons combattre l'ennemi avec toutes les forces. Le problème, c'est les conditions dans lesquelles nos vaillants héros sont en train de vivre, les militaires. C'est là où il y a le problème. Il faut qu'on leur donne des moyens. Il faut qu'on leur donne des moyens. Mais je ne souhaiterais pas souligner les faiblesses des FARDC aujourd'hui ou des autorités congolaises. Pourquoi? Parce que ça va être exploité par l'ennemi contre nous. Pour l'instant, les FARDC font leur travail. Il faut qu'on leur donne des moyens. Et je suis convaincu qu'en leur donnant des moyens et toute la mobilisation, tout le soutien populaire, ils vont arriver au bout de ce petit pays-là qu'on appelle le Rwanda. Bientôt, l'Assemblée nationale, nous avons suivi hier avec le président Bosso. Il a dit qu'ils sont en train de faire une cotisation pour trouver une enveloppe de 200 000 $ pour soutenir les militaires au front. Est-ce que vous êtes content de ça? Bon, tout compte, hein, 200 000 $ c'est rien. 200 000 $ c'est rien, mais tout compte, c'est symbolique. Ça montre bien que les députés nationaux, ils veulent participer au soutien donc des troupes au front. Et la population congolaise, dans la limite de ce qu'elle a comme moyens, ceux qui ont des moyens devraient aussi contribuer pour qu'on puisse soutenir les troupes au front. Mais moi, je pense que nous sommes quand même un grand pays. On dit que les recettes publiques ont augmenté considérablement. Le budget de l'État a augmenté considérablement. Ça veut dire que nous avons plus de moyens aujourd'hui que qu'hier. En plus de cela, on dit qu'on a des réserves d'échange qui ont augmenté considérablement. Avec un budget de 11 milliards. Un budget de 11 milliards, les réserves d'échange de 3,8 milliards $. On peut disponibiliser suffisamment d'argent
pour aider les militaires Soit pour le qu'ils soient problème, en c'est les mesure de gestionnaires. mener la guerre. Pardon? Le problème, peut-être, ce sont les gestionnaires. Bon, je ne vais pas entrer dans ça parce que je n'ai pas d'éléments. Tout ce que je dis, c'est que les autorités publiques doivent donner suffisamment de moyens à l'armée, à la police, pour faire son travail, particulièrement pendant la période donc, de guerre comme celle-ci. Est-ce que vous donnez raison, vous partagez cet avis avec ceux qui proposent qu'à ce moment, Joseph Kabila peut rencontrer Félix Tshisekedi pour tabler sur les dossiers de l'Est, puisque en 2013, Kabila est parvenu quand même à maîtriser ces groupes. Et aujourd'hui, est-ce qu'il c'est facile, soit il est important que cette rencontre vraiment puisse avoir lieu. Tous les Congolais peuvent se rencontrer, mais en ce qui concerne Joseph Kabila, n'oubliez pas qu'il était chef de l'État pendant 18 ans. Et pendant toutes ces années-là, on a installé les Rwandais dans notre pays. Vous allez dans les 145 territoires de la RDC, à l'armée, à la police, dans les services de sécurité, vous trouvez des Rwandais, installés pendant les 18 ans du règne de Kabila. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence de son régime de Kabila. Étant donné que pendant qu'il était président, on a donné aux Rwandais l'occasion de s'infiltrer dans le système politique et économique dans les institutions de la RDC. Et les Rwandais ont toutes les informations sur nous aujourd'hui. J'ai compris que même la compagnie de télécommunications, notre, comment ça s'appelle, la poste de télécommunications, je sais pas comment vous appelez ça maintenant là, le service de poste de télécommunications, j'ai compris que le serveur central se trouve au Rwanda. Toutes les communications congolaises passent par le Rwanda. Et tout cela s'est passé pendant le régime de Kabila. Donc, si Félix Antoine Tshisekedi, en tant que président de la République, voudrait le rencontrer, ça, c'est son important problème. Quand même, ouais. Bon, je ne sais pas si c'est important ou pas. Moi, si j'étais président de la République, je n'ai pas de temps à le rencontrer. Mais Félix peut faire ce qu'il veut. Voilà. Mouzit propose de construire un mur pour mettre fin à cette agression. Si on a des moyens, il faudrait le faire. Parce vrai? que la blague a trop duré. Si on a des moyens. Mais je ne crois pas que le Congo soit en mesure de le faire aujourd'hui. Pourquoi pas? Nous pouvons, on n'a pas de moyens. Il y a d'autres priorités de développement. Mais si on a des moyens, pourquoi pas? Il faudrait le faire. Waouh. Voilà. Nous avons suivi le fils de Museveni qui a tweeté hier. Il a voulu aussi rencontrer Félix Tshisekedi. Moi, je pense qu'en tant que pays, nous devons nous faire respecter. Le fils de Museveni n'est pas Museveni. Ok? Il se met au même niveau que le chef d'État de la République démocratique du Congo. C'est comme si Museveni était au-dessus et en dessous, il y a Félix Tshisekedi et le fils de Museveni qui sont au même niveau. Ça ne marche pas comme ça. Ce monsieur-là, je le suis sur Twitter pour comprendre exactement les choses qu'il raconte tous les jours donc sur Twitter. Et je lui ai même répondu en lui disant, vous savez quoi? On a fait confiance à l'Ouganda aveuglement. Mais il s'avère que aujourd'hui, vous avez vous-même là, général, je ne sais pas comment il s'appelle, vous avez fait une déclaration que vous vous mettrez du côté du M23 et du côté de Kagame. Et je vais vous dire que le peuple congolais est dessus. On n'a plus confiance dans les relations entre nous, la RDC, et votre pays, l'Ouganda. Maintenant, s'il est ami avec le président Félix Tshisekedi, ça c'est leur affaire privée. Mais en tant que pays, je pense que nous sommes arrivés au point où on ne doit pas avoir confiance en n'importe qui. On ne doit pas avoir confiance dans le Rwanda, ce sont nos ennemis. On ne doit pas avoir confiance dans l'Ouganda, ce ne sont pas nos amis. Et je dirais même maintenant que la communauté des États d'Afrique de l'Est, tous ces pays membres-là, je ne sais pas ce que nous gagnons de cela. Nous devons réévaluer cette relation pour déterminer exactement avec qui on doit faire affaire. Mais pour l'instant, ce monsieur-là ne nous inspire pas confiance. Je pense qu'il a un langage très léger, un langage d'ailleurs qui discrédite le président de la République, Félix Tshisekedi, et il faut que les services de la présidence sachent comment gérer des gens, des relations avec des individus de ce genre-là qui veulent se faire passer comme étant des militaires invincibles sans lesquels le Congo ne peut pas exister. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on puisse réfléchir 2 fois sur le genre de relations qu'on doit maintenir avec et lui et l'Ouganda. Voilà, professeur, nous avons reçu plusieurs messages, à des fois même en cours de route. On nous pose trop de questions autour de la proposition de loi que vous aviez fait il n'y a pas longtemps. On est où?
La loi avait été soumise par le député national, Singipulu Servo Pichu, à l'Assemblée nationale. Elle est à l'étude au niveau du bureau d'études ou bien au niveau du président Bosso. Et il s'est fait que pour que la loi puisse passer, il y a un certain nombre de modifications à apporter à la loi électorale, mais aussi à la Constitution. Tout récemment, il y avait une discussion sur la loi électorale. Et Singhi Pululu a fait l'argumentaire pourquoi on devrait modifier certaines choses dans la loi électorale, notamment réserver les fonctions de souveraineté dont la présidence de la République aux Congolais qui soient nés des pères et des mères pour des raisons de loyauté totale au pays. Et aujourd'hui, la situation que nous vivons montre très bien que nous sommes infiltrés à tous les niveaux des institutions de la République. Mais pour arriver à faire passer cette modification dans la loi électorale, il faut que la loi électorale soit conforme à la Constitution. Donc, il faut opérer des modifications similaires au niveau de la Constitution. Or, la Constitution, donc, elle-même dit qu'on ne peut pas la modifier, on ne peut pas la réviser pendant que le pays se trouve en guerre, pendant l'état de siège. C'est ça qui fait que pour l'instant, le débat n'a pas eu lieu sur la proposition de loi telle que nous l'avons faite. On attend que l'état de siège soit levé pour qu'il y ait ce débat et qu'il y ait vote pour que ce que nous avons proposé devienne la loi de la terre. Mais je voudrais attirer l'attention de nos compatriotes. Ne soyons pas naïfs. Nous sommes un pays, aujourd'hui, pratiquement sur le chemin de la disparition. Nous sommes en train d'être envahis par le petit Rwanda et l'Ouganda. Nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que si on ne protège pas certaines fonctions de souveraineté, ce pays demain va être dirigé par le fils de Museveni ou bien par un Tutsi rwandais qui peut venir donc du Rwanda. Vous êtes accusé que c'est une loi qui avise certaines personnalités politiques congolaises. La loi, elle est impersonnelle. Et si les Congolais continuent à réfléchir comme ça, c'est qu'ils n'ont pas compris, ils ne voient pas le danger que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un danger, que ce pays soit dirigé par un étranger, par quelqu'un qui n'a aucune loyauté. Je vais vous dire une chose. Actuellement, là, tous les leaders politiques congolais sont concernés par l'invasion rwandaise des territoires congolais. Tout le monde s'est prononcé contre ça. Mais regardez parmi les politiciens, il y en a qui ne peuvent même pas pointer du doigt le Rwanda. Pourquoi? Parce que ils sont mariés aux gens qui sont des Rwandais. Pourquoi? Parce que ils ont eux-mêmes des accointances avec le Rwanda. Ils sont d'origine rwandaise. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Je donne l'exemple. Monsieur Vincent Kariga, il a dit que sa mère était congolaise. Et que lui-même a été congolais pendant 32 ans. Et soudainement, on le nomme ambassadeur du Rwanda en RDC. Il renonce à la nationalité congolaise pour aller servir son vrai pays. Donc, il avait une loyauté partagée entre la RDC et le Rwanda, et le temps est arrivé pour lui de choisir le côté. Ça, c'est le premier exemple de manque de loyauté. Voilà quelqu'un que nous avons nourri, logé, on l'a éduqué. Et quand il faut choisir, il choisit le Rwanda de son père contre la RDC de sa mère. C'est ça le point de loyauté. Deuxième exemple, il y a un mouchi congolais, un mouchi rwandais. Soi-disant, il est mouchi. Il a vécu avec nous dans les institutions de la République pendant 2-3 décennies. Il vient d'être nommé ambassadeur du Rwanda en France. On découvre que parmi nous, on était infiltrés. C'était un Rwandais parmi nous, mais nous, on le prenait pour mouchi, un Congolais. Voilà un problème de manque de loyauté à l'égard de notre pays, ou double loyauté. Loyauté au Rwanda, loyauté à la RDC. Et quand il faut choisir, il a choisi le Rwanda de son père. Troisième exemple, Paul Kagame lui-même. J'ai vu sur les réseaux sociaux, voilà. Je n'ai pas de preuves, mais j'ai vu cela sur les réseaux sociaux. Il dit que sa mère est locale de la province orientale de Kisangani, et que son père est Tutsi. Mais s'il est vraiment congolais, il va causer 10 millions de morts aux Congolais. Et s'il est congolais, il a choisi d'attaquer la RDC donc de sa mère. Ça montre qu'il n'a aucune loyauté à l'égard donc de ce pays. Par conséquent, réveillons-nous, Congolais, avant qu'il ne soit trop tard. Mettons en place cette loi pour protéger le peu qui nous reste, pour nous assurer que le Congo sera toujours géré par l'un d'entre nous, c'est-à-dire les ayants droit, les Congolais qui sont de père et de mère. Et quelles sont les fonctions qu'il faut verrouiller?
pour s'assurer que le pays est protégé. C'est pas beaucoup de fonctions. Une centaine. Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, les hauts magistrats de la République, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire défense, justice, affaires étrangères, intérieures et finances. Voilà. Et au-delà de cela, les gouverneurs des provinces, tous les gouverneurs des provinces, l'administrateur de l'ANER, de l'Agence nationale des renseignements, le directeur de l'Agence de migration. Ces postes-là, quand vous totalisez, vous faites le total, ça fait à peu près 100 postes. Mais c'est pas beaucoup sur une population donc de 107 millions d'habitants. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, sur 350 millions d'habitants, au moins 100 millions de postes, et 100 millions d'Américains sont exclus des postes de souveraineté. Vous pouvez tout faire, mais vous ne pouvez pas accéder à cela. Il y a des grandes personnalités comme les Henry Kissinger, Arnold Schwarzenegger, ou bien Madeleine Albright, très brillants, très distingués, avec beaucoup d'expérience. Mais ils sont montés dans les échelons de l'administration publique américaine jusqu'à devenir secrétaire d'État ou bien gouverneur de l'État de Californie. Et à partir de ce moment-là, on leur a dit, vous ne pouvez plus aller au-dessus. Alors, ils ont fait cela pour des raisons évidentes, pas pour viser un individu, mais plutôt pour protéger les intérêts du pays. C'est ce que je vais faire aussi avec mon pays. Il faut que les Congolais comprennent ça. Et chaque fois qu'on met ça sur la table, il y a des voleurs là qui ont détourné des fonds publics, qui payent des journalistes, qui payent des gens pour raconter des histoires sur les réseaux sociaux, donc dire que non, il est contre nous parce que nous sommes des métis, parce que nous sommes des ci, des cela. Mais les rois des Belges étaient ici, avant qu'ils ne partent. En 1960, le 30 juin, il y avait des métis ici. Pourquoi on n'a pas donné le pouvoir aux métis, on a donné le pouvoir aux noirs, nègres que nous sommes, qui étaient des pères et des mères? C'est parce que nous sommes des ayants droit. Les autres peuvent occuper tous les postes qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent au Congo. Mais les fonctions de souveraineté, cette centaine de postes-là, c'est réservé aux Congolais nés de pères et de mères congolais. Les G13 avaient rejeté cette proposition de loi. Je ne veux pas parler d'eux, je ne connais pas qui ils sont. Mais je vais vous dire simplement ce sont des politiciens. Je vais vous dire simplement que à l'Assemblée nationale, là, on trouve à boire et à manger. Comment ça? Il y a des vrais Congolais qui sont purement et simplement en train de défendre les intérêts de la RDC. Il y a des gens qui sont achetés pour faire le travail de mercenaires pendant qu'ils sont dans notre Assemblée nationale. C'est pour ça que je salue, du fond de mon cœur, honorable Singhi Pululu Servo Pichu, un Congolais de père et de mère qui a compris qu'il faut défendre le pays avec toute la force qu'il faut. Et il y a beaucoup d'autres encore parmi les 500 députés nationaux qui sont comme Singhi Pululu. Et nous comptons sur eux pour faire passer cette loi. Comment vous avez jugé l'adoption de la loi d'habilitation? J'ai pas beaucoup de commentaires donc là-dessus. Je me concentre sur la loi de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté. Parlons un petit peu. Puisque non, normalement, je n'ai pas de temps pour ça. Je voudrais me concentrer sur ça. Je ne vais pas tout faire. Okay? Il y a des gens mieux qualifiés que moi pour parler de cette loi-là. Voilà. Comme ça, quelles sont les propositions que vous donnez aujourd'hui pour mettre fin à tout ce qui se passe à l'Est de la République, comme vous avez refusé de parler de l'habilitation? Il faut remettre le peuple congolais dans le siège du conducteur. Il faut que le chef de l'État s'adresse à la nation. Le pays est en guerre. Le pays est envahi par le Rwanda. Bunagana se trouve contrôlé par l'armée rwandaise aujourd'hui. Il est tout à fait incompréhensible que le chef de l'État ne s'adresse pas à la nation pour dire voici la situation, voici ma vision et voici comment nous allons procéder pour arriver à libérer tout le territoire national et qu'on puisse chasser donc ces Rwandais, qu'on les poursuive jusque chez eux. Alors, je demande au chef de l'État d'assumer ses responsabilités en faisant cette adresse à la nation. Professeur Tchani, si vous étiez président de la République, comment vous allez faire à ce moment? Lorsque je serai président de la République, je vais vous dire une chose, que gare aux petits pays voisins qui se jouent de la RDC. Parce que s'il y a un petit pays qui se joue de nous et qui pense qu'on va juste chasser les infiltrés de son armée qu'on place sur notre territoire et on va s'arrêter aux frontières, gare à lui. Parce qu'on va frapper sérieusement un de ces pays-là
jusqu'à pouvoir arrêter son chef de l'État, le ramener chez nous, le juger, le condamner, le mettre en prison, comme les Américains l'avaient fait avec Manuel Noriega du Panama. On est allé le capturer là-bas, il menaçait les États-Unis. Les Américains sont allés l'arrêter, le ramener en prison à Miami, le garder là-bas pendant pratiquement 20 ans. Et il vient de mourir il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui de frapper comme aujourd'hui, vous? Qu'est-ce qui nous manque C'est une question de vision. Ma vision à moi, c'est d'un grand Congo qui ne se laisse pas intimider par un petit pays. Est-ce que vous avez été déjà une fois à côté du chef de l'État pour lui présenter peut-être tout ce que vous dites aujourd'hui? Le chef de l'État, il est conseillé par beaucoup de conseillers. Il a des conseillers chez lui qu'il paye pour ça. Il a un gouvernement qu'il paye pour ça. Et il n'a pas besoin de mes conseils. Je ne suis pas payé par le chef de l'État et je n'ai pas le temps. En tant que Congolais, en tant que Congolais, si vous êtes réellement un vrai patriote, peut-être vous pouvez chercher comment lui rencontrer puis lui présenter. Nous sommes 107 millions, nous sommes 107 millions de Congolais. Vous pensez que tous les 107 millions de Congolais doivent aller trouver le chef de l'État pour lui donner des idées? Est-ce que vous avez déjà essayé? Une fois qu'il a refusé de recevoir? Je ne vais pas entrer dans ce jeu-là. Je vais vous dire une chose, c'est que le chef de l'État, il a des conseillers qu'il paye. Vous savez, quand on a un conseiller, on étudie, on détermine si les conseils qu'il va donner dans un domaine bien spécifique vont lui apporter de la valeur ou pas. Il a fait son estimation, il a choisi des gens avec qui il travaille, au niveau de son cabinet, au niveau de son gouvernement. Et je pense qu'il s'est suffi à ce niveau-là. Il n'a pas besoin de mes conseils. Déclarer une guerre aujourd'hui, c'est important. Je venais de le dire tout à l'heure que nous sommes en guerre contre le Rwanda. Mais la guerre et le Rwanda a envahi aujourd'hui. Bunagana est contrôlé par qui? Par l'armée rwandaise. Ah ouais. Donc nous sommes en guerre. C'est pour ça que je demande que le chef de l'État sorte du silence, qu'il fasse un discours, qu'il s'adresse à la nation et qu'il explique la situation. Rien que le fait que Bunagana soit tombé sous l'armée rwandaise, ben, ça devait automatiquement amener le chef de l'État à s'adresser à la nation pour dire, ben voici ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens utilisent quelles informations? Des réseaux sociaux. Parfois, ce sont des fausses informations, parfois, ce sont des vraies informations. Mais nous avons besoin d'entendre du commandant suprême des forces armées congolaises, du président de la République, du garant de l'intégrité du territoire national, du défenseur numéro 1 de la souveraineté nationale. Nous avons besoin d'entendre, voilà la situation, il y a une portion du territoire qui est contrôlée par les étrangers et quelle est la voie que je propose. Nous allons suivre pour arriver à restaurer donc l'intégrité territoriale. Donc je demande au chef de l'État d'assumer ses responsabilités et de s'adresser à la nation. Wow. Je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez peut-être manqué quelque chose? Oui, j'ai quelque chose à vous dire. Comme vous voyez, depuis 2018, quand j'étais candidat à la présidence de la République, j'ai pas gagné les élections et le peuple congolais n'avait pas voté pour moi. Et j'ai accepté mon sort en me disant, je vais me préparer pour d'autres meilleures opportunités dans l'avenir. Vous serez candidat en 2023? Nous avons créé un parti politique qui s'appelle la Force du Changement. Okay. Et nous sommes en train de faire la promotion de nos idées, notamment le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC qui vise à développer le pays et à sortir du sous-développement pour en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans. Pour arriver donc à le faire, nous devons défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale. C'est dans ce cadre-là que j'ai proposé la proposition de loi Tchani de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté nationale et aussi d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Aujourd'hui, nos activités ont atteint un niveau tel que un individu seul ne peut pas soutenir cela financièrement. Je demande des contributions de tous ceux qui voudraient se mettre avec nous pour qu'on puisse donc faire de cette vision une réalité afin que notre pays retrouve donc le salut. Est-ce que vous organisez déjà des activités? Dans ces conditions, on a organisé par exemple la semaine dernière deux conférences. Une conférence à l'IFASIC avec les étudiants de l'IFASIC où je leur ai proposé présenter cette loi, mais la semaine dernière, on a présenté aussi la loi aux étudiants de l'IPEN. Aujourd'hui, j'étais supposé parler à l'UNIKID, mais il y a eu un contretemps sur le plan logistique. Donc, nous passons d'une université à l'autre, d'une province à l'autre. Nous demandons des soutiens financiers de la part de ceux qui peuvent, pas des voleurs, pas ceux qui ont détourné les fonds publics, mais les Congolais qui ont un peu de moyens. Ils peuvent contribuer en donnant à ces deux numéros de compte que je vais vous donner. Ah ouais. M-Pesa, c'est plus 243
82 00 00 988. Je répète, plus 243 82 00 00 988. Et le compte Orange Money, c'est plus 243 85 210 22 22. On ne vous demande pas des millions. Si vous avez 5 dollars, envoyez. Si vous avez 10 dollars, envoyez. Tout fait nombre. Et particulièrement, on demande à nos compatriotes de la diaspora. Cette loi que nous proposons va vous profiter en premier. Notamment, si on introduit le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Vous tous qui êtes dans la diaspora, qui avez acquis des nationalités étrangères, vous redeviendrez des Congolais parce que vous avez perdu la nationalité congolaise. Donc, la loi va dans l'intérêt de tout le monde. S'il vous plaît, contribuer financièrement donc à soutenir nos efforts. Je pense que ça va nous aider à faire encore davantage par rapport à ce que nous faisons bientôt les élections en 2023. Noël Tchani sera candidat? Je vais annoncer au moment approprié. On n'est pas pendant la période de guerre. S'il vous plaît, concentrons-nous sur la guerre et mettons-nous tous ensemble pour que nous puissions en venir au bout de ces rebelles-là à l'est de la République. Mais je vais vous dire une chose, que d'ici la fin de l'année, nous allons analyser la situation et on va faire une annonce publique pour dire au peuple congolais, voici ce que nous avons décidé, si on va être candidat ou pas. Mais pour l'instant, je vais vous dire une chose, c'est que mettons-nous ensemble, défendons la République, parce que la priorité pour nous, c'est un Congo uni, un Congo qui mobilise tous ses enfants en cas de guerre pour pouvoir éliminer cette menace-là sur notre sécurité. Il ne faut pas qu'on soit dispersé, chacun regardant à son côté, commençant à faire la campagne électorale, et ainsi de suite. J'estime que le temps viendra pour qu'on fasse donc cette déclaration-là. Est-ce qu'avec cette allure, il y aura les élections en 2023? Mon espoir et ma prière, c'est que les élections aient lieu dans un pays qui se veut démocratique. On ne doit pas tout le temps. On a connu Joseph Kabila qui est resté au pouvoir pendant 18 ans. Vous voyez, tout ça, on est agressé, on n'a pas eu le temps d'organiser les élections. Je disais, on a connu Joseph Kabila qui était là pendant 18 ans. Il faisait beaucoup de manœuvres pour ne pas organiser des élections. J'espère que Félix-Antoine Tshisekedi ne va pas tomber dans ce piège-là. Ma prière, c'est que les élections aient lieu comme prévu en 2023 pour qu'on puisse avoir une nouvelle législature et une nouvelle mandature au niveau de la présidence de la République et que le pays puisse continuer donc à fonctionner normalement. Terminons avec le concert de Wenge organisé, prévu le 30 juin, au moment où, à l'Est, il y a eu beaucoup de morts, le pays est agressé. Est-ce qu'il est important de fêter au moment où nos confrères et nos compatriotes de l'Est ne sont pas à l'Est? Moi, je crois que c'est une question légitime que vous posez. Est-ce qu'ils sont soutenus? Derrière, il y a même les politiciens là. En tout cas, derrière eux, il n'y a pas moi. Moi, je ne soutiens pas donc des choses de ce genre-là. Je considère que quand nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Et on ne peut pas être un pays où les gens dansent pendant qu'on est en train de détruire donc la souveraineté du pays, de perdre certaines portions du territoire. Par conséquent, je voudrais faire appel à nos autorités de réfléchir 2 fois sur la tenue de ce concert-là. Ce n'est pas nécessaire à ce stade ici. Je voudrais qu'on se concentre sur la guerre que nous devons mener contre la mobilisation qu'on doit faire contre le Rwanda pour en arriver au bout donc de nos peines de ce côté-là. Mais avoir la guerre avec des gens qui meurent. J'ai vu des gens à Bunagana en train de courir dans la rue et nous à Kinshasa, on va être en train de danser avec Wenge Muzika. Et je pense que ce n'est pas comme ça la maturité donc d'un peuple. Nous devons réfléchir 2 fois sur ça. Ma recommandation, pas de concert de Wenge Muzika le 30 juin. Merci. Nous terminons par là, professeur. En tout cas, nous sommes tellement contents. Merci de répondre à notre invitation. Merci 1000 fois de me recevoir ici. Je voudrais avoir une pensée pieuse pendant que je me trouve donc dans ces studios. Je pense à Polydor Mobuyai, le fondateur de Le Phare, un frère, un ami, et quelqu'un qui a beaucoup défendu la République. Et je l'ai vu la dernière fois quand il était venu aux États-Unis. Il était venu rendre visite, je crois, à sa fille qui habite à Maryland, là où j'habitais aussi. Il m'a appelé et je l'ai reçu chez moi. On a passé toute une journée. Je conserve beaucoup de bons souvenirs de Polydor Mobuyai et je voudrais lui rendre hommage.
Merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez pris quand même du temps de nous suivre. Merci à l'équipe technique. Au revoir, à la prochaine.